S'il te plaît, voilà. Bon, bah super. Juste avant d'aller déjeuner, je voulais, et j'en suis très content aujourd'hui, accueillir à la Mêlée numérique la SNCF qui est présent dans pas mal d'événements, à vrai dire, pas mal de thématiques. Vous êtes impliqués sur énormément de choses et notamment la question du télétravail. C'est un peu, comment dire, dans les coulisses, j'ai l'impression qu'on va se rendre aujourd'hui en lien avec la période. Donc je suis vraiment content d'accueillir donc Madame Loga Castagnier, donc qui est responsable accélérateur digital SNCF 574 Occitanie, Nian Angri Manji, je peux le dire comme ça, c'est bon, qui est chef de projet justement dans ce dispositif. Et puis Pierre-Marie Aubry, qui est directeur de l'unité informatique et digitale régionale à la SNCF. On est là pour 45 minutes, donc je vous laisse la main. Mes équipes sont là aussi au besoin, donc normalement vos micros fonctionnent et je switch sur la présentation. Alors on teste, oui, ça fonctionne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors est-ce que ça... Mince. Hop. On va attendre juste que le support arrive. Très bien. Vous le voyez tous, oui. Hop, parfait. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui d'être ici avec vous. Le but, c'est de vous faire un petit retour d'expérience du télétravail pendant le confinement, comment la SNCF l'a géré. Donc, vous allez le voir, c'était déjà une démarche qui était largement anticipée à la SNCF. Et donc, nous allons vous présenter tous les outils que l'entreprise a mis en place, aussi bien nationalement que sur le territoire, pour permettre de réussir ce challenge du quasi 100% télétravail pendant le confinement. Donc, hop, j'attends que juste qu'il soit à peu près. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc déjà quelques éléments de contexte. Le télétravail, c'est quelque chose qui est assez ancien et qui a souvent suivi les innovations technologiques, en fait. L'arrivée de l'ordinateur personnel en 75, d'Internet en 83, le Wi-Fi, l'avènement des smartphones en 2000 et du nomadisme en 2005. Historiquement, le télétravail était uniquement volontaire. La loi est écrite comme ça. Et depuis le mois de mars, la grosse différence, c'est que face à l'épidémie de Covid, le recours au télétravail est devenu obligatoire et a été imposé à tous les collaborateurs. Et donc, ça a généré un boom du télétravail qui est passé de 7% en novembre 2019 à 30% en avril 2020. Et donc, toutes les activités qui pouvaient se faire en télétravail étaient réalisées en télétravail. À la SNCF, le télétravail, c'est une vieille histoire puisqu'il est organisé chez nous depuis 2005 avec des personnes qui sont plusieurs jours par semaine en télétravail. Et depuis 2015, la SNCF a déjà mis en place un certain nombre d'outils collaboratifs. Donc, nous allons vous en parler plus en détail, notamment avec Pierre-Marie tout à l'heure. Et donc, le télétravail était déjà organisé et les outils étaient déjà en place. Donc je vais vous illustrer ça par l'exemple d'un programme qui s'appelle Campus 3.0, qui a été mis en place par les équipes régionales TER Occitanie, qui ont été en avance de phase sur ce sujet. En 2018, en effet, ils ont lancé leur programme Campus. C'est un vaste programme de flex office, de passage en flex office pour leur direction régionale et leurs bureaux à Toulouse et à Montpellier. Donc pourquoi ce programme Campus 3.0 ? En fait, le constat, c'était que d'une part, les bureaux n'étaient occupés qu'à 50% à un instant T, puisque les personnes étaient en déplacement, en formation. Il faut préciser que TER Occitanie, la région est vaste, et donc les bureaux sont à la fois à Montpellier et à Toulouse, et beaucoup de postes sont bilocalisés à Toulouse et à Montpellier. Donc les gens avaient parfois un bureau à Toulouse et à Montpellier, mais évidemment, n'ayant pas le don d'ubiquité, ils étaient dans un endroit ou dans un autre. Le nombre de télétravailleurs au sein du groupe SNCF a augmenté, a doublé entre 2014 et 2015, donc une forte hausse du télétravail. L'arrivée des outils digitaux, des outils collaboratifs a permis une plus grande flexibilité, la possibilité de travailler en mode nomade, en mobilité avec ces outils. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail préfèrent justement ce mode de télétravail collaboratif au mode statutaire. Donc les espaces de travail sont des outils qui doivent être au service de l'organisation
des modes de collaboration et qui doivent être des modes de travail voulus et choisis par les collaborateurs. Donc ça ne se fait pas tout seul. Donc le prérequis, très important, c'est évidemment d'avoir une téléphonie mobile, donc la suppression peu à peu des lignes fixes, c'est ce qui a été fait donc, sur ces plateaux campus, l'appropriation de Skype, de Teams, on en parlera plus tard, avec des casques, des pieuvres, enfin l'équipement est indispensable, une bonne couverture GSM Indoor, que tous les agents utilisent les outils collaboratifs, en l'occurrence pour SNCF c'est Office 365, et évidemment d'avoir des PC portables en Windows 10, un réseau filaire, un Wi-Fi de qualité. L'accompagnement au changement est également primordial. Pour ce programme Campus 3.0, je ne vais pas vous détailler toutes les étapes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme s'est fait avec les collaborateurs par le biais d'ateliers d'idéation, d'ateliers de maquettage, où les collaborateurs ont imaginé l'espace qu'ils voulaient avoir et dans lequel ils voulaient travailler. Et donc c'est essentiel, cette conduite du changement. C'est un programme qui a duré environ 1 an, qui s'est monté petit à petit avec les collaborateurs pour que ce soit vraiment des espaces qui correspondent à leurs attentes. Donc un bref coup d'œil sur ces plateaux. L'idée de ces plateaux, alors ils se sont inspirés de ce qui était mis en place dans les plateaux 574, comme celui que j'ai l'honneur de diriger en Occitanie, qui sont des plateaux totalement différents des bureaux anciens, qui sont des plateaux ouverts et qui sont organisés par thématique. Donc il y a un espace de collaboration, un espace où on va se connecter, où on va pouvoir s'isoler pour prendre des téléconférences, des espaces pour se retrouver, pour partager. Voilà, donc c'est le but de ces espaces, c'est qu'on ne reste pas assis toute la journée au même endroit et qu'on va se déplacer dans ces espaces en fonction des temps de la journée. Donc comment on est passé d'un télétravail qui était occasionnel, quelques jours par semaine, à un télétravail permanent. Donc le retour d'expérience de Campus 3.0, c'est que ces personnes-là, qui étaient déjà habituées à travailler en flex office avec des outils nomades, ont été réactifs quasiment du jour au lendemain. Lorsque l'État a annoncé les mesures de confinement, les personnes sont parties avec leur ordinateur portable sous le bras, leur smartphone, et ils ont pu télétravailler dès le lendemain. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'habitude déjà de travailler à distance, qu'ils avaient pu tester leurs équipements, leur connectivité, puisqu'ils s'en servaient régulièrement. Ils n'étaient pas attachés à un bureau en particulier, ils avaient l'habitude de se déplacer. Et ils étaient habitués à partager leurs documents, à les stocker en ligne. Tout ceci était déjà organisé. Donc, si on l'étend à l'ensemble de l'entreprise, le télétravail pour tous, qu'est-ce que l'entreprise a mis en place en fait pour que petit à petit tous les agents puissent embarquer en fait dans cette expérience du télétravail à 100%. Donc déjà un socle d'outils nationaux, j'en ai parlé, donc depuis 5 ans environ, l'entreprise a adopté Office 365 et un certain nombre d'outils collaboratifs, notamment Teams, des relais en territoire, donc l'équipe de Pierre-Marie par exemple, à l'unité informatique et digitale, le 574 Occitanie, nous sommes des relais en territoire justement pour accompagner les collaborateurs à ce changement. L'adaptation des infrastructures, donc ça Pierre-Marie vous en parlera aussi, il y a eu une adaptation très rapide des infrastructures mises à disposition des collaborateurs et un accompagnement au changement très important et notamment pour les managers. Donc sur les outils nationaux, le programme Digital pour tous, depuis 2016, nous étions déjà passés aux outils collaboratifs avec Office 365. Et un certain nombre de formations, de webinars, d'outils de mock, d'outils de fiches pratiques, etc., pour adopter ces nouveaux outils. Un portail ISNCF, donc un portail national où les agents peuvent effectuer toutes leurs demandes, toutes leurs déclarations d'incidents. Des supports locaux, l'équipe de Pierre-Marie par exemple, et une campagne de mail qui s'est faite très rapidement pour toucher vraiment tous les collaborateurs et les diriger vers ces outils, vers ces portails, vers ces webinars, etc., pour qu'ils sachent tout de suite où aller trouver l'information en un clic. Évidemment, c'est pas seulement un travail informatique et digital, c'est aussi un travail RH. Et donc la DRH également a été réactive et a mis en place un portail dédié au groupe et entièrement consacré au télétravail avec des fiches pratiques, des outils, etc. Ensuite, on travaille avec des réseaux, on a un réseau social interne, Yammer, qui fonctionne très bien puisqu'on a environ 70 000 abonnés sur le réseau Yammer. Et donc, il y a eu un groupe qui s'est créé sur ce réseau, Mes Services Digitaux, qui était entièrement consacré au télétravail, avec énormément d'informations, de formations, tout ça pour que les collaborateurs puissent très rapidement avoir les infos dont ils avaient besoin et les formations dont ils avaient besoin.
Et puis tout ceci est soutenu par un réseau des ambassadeurs du numérique. Ce sont des personnes qui sont dans les établissements, partout, et qui sont un peu plus geeks que les autres, un peu plus intéressés par ces sujets et qui sont à la disposition de leurs collègues pour les aider aussi à adopter ces outils. Et enfin, un outil national non négligeable, c'est l'école numérique qui a été mise en place par ISNCF et qui propose un diagnostic personnel de ses compétences numériques et tout un programme de formation et d'acculturation au numérique pour tous les collaborateurs du groupe. Le portail ISNCF, je vais te laisser le présenter puisque tu le connais bien. Déjà tout dit, mais je vais compléter un petit peu. C'est un portail central qui permet d'offrir un ensemble de services aux collaborateurs. Ils peuvent directement souscrire à une offre, à un outil. Ils peuvent également déclarer leurs incidents et suivre les incidents dans ce portail, de façon assez synthétique. Il y a des webinars qui ont été mis rapidement en œuvre. Il y a des nouveaux outils comme Microsoft Teams qui ont fait leur apparition en début d'année et qui ont pris beaucoup d'ampleur. On va en parler par la suite, je pense, pendant la période de confinement. Également une nouvelle solution VPN, nouveau client VPN. Ça perturbe l'utilisateur de changer son outil du quotidien. Il y a des webinars pragmatiques, simples d'accès qui ont été diffusés. Et qui pouvaient être rejoués. Voilà, et courts aussi, des formats courts, 3 quarts d'heure. Donc c'est facile de prendre en main ces outils avec des webinars de 3 quarts d'heure. Et ils sont disponibles en live, en replay. En live, il y en avait plusieurs par semaine. Donc vraiment une offre très riche d'acculturation et de formation pour les collaborateurs. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que tous les collaborateurs ne sont pas sensibles aux mêmes outils. Donc certains vont être plus facilement sensibles à une formation en vidéo, d'autres vont avoir besoin de lire. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi des fiches pratiques très intuitives pour apprendre à utiliser les outils pour les personnes qui étaient plus à l'aise avec des outils visuels. Enfin, je vous en ai parlé, le portail télétravail du Lab RH qui a été mis en place pour aussi relayer en fait cette information, comment j'accède à mes documents en ligne, comment je participe à une téléconférence en ligne, comment je me connecte. Donc ce qui est important, c'est que vraiment toute l'entreprise s'est mobilisée et tous les relais RH numérique, etc. ont dirigé en fait les collaborateurs vers ces informations-là pour qu'ils puissent les trouver très facilement. Donc les relais en territoire, donc j'en ai parlé, donc le 574 rapidement, les 574 nous sommes des sortes de maisons digitales dans les territoires et nous incarnons en fait ISNCF, le numérique du groupe, et nous sommes là pour relayer l'information, pour accompagner les collaborateurs qui veulent développer des projets, aussi bien pour des collaborateurs qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et qui doivent monter la première marche qu'avec des geeks confirmés qui sont sur déjà des projets d'innovation qu'on doit porter et faire valoir. Ensuite, on s'appuie évidemment sur les communautés, j'en ai parlé tout à l'heure, les communautés notamment grâce au réseau social d'entreprise. Il faut savoir aussi que sur le réseau social d'entreprise, on a des groupes consacrés aux outils. Donc il y a un groupe Teams, un groupe SharePoint, un groupe Yammer, et donc les personnes peuvent très facilement poser des questions à des experts de ces outils, les ambassadeurs du digital, toutes les équipes de la team ISNCF. Donc Pierre-Marie est là, il est représentant de l'unité informatique à Toulouse. Et en fait, toutes les personnes qui concourent au numérique dans l'entreprise sont rassemblées sous un label de la team ISNCF. Donc même si nous ne sommes pas forcément rattachés aux mêmes structures hiérarchiques, on travaille tous ensemble, on collabore tous ensemble pour accompagner la transformation numérique du groupe. Et ensuite, on a aussi fait des liens vers des ressources externes. Donc je vais le détailler un petit peu plus tard. Donc juste un petit focus, donc le 574 Occitanie, nous avons créé un portail sur SharePoint et en fait il se veut justement un portail unique d'entrée pour un collaborateur qui ne sait pas où s'adresser parce que le numérique, le digital, l'informatique c'est très large, le champ est très large et donc ils puissent trouver toutes les ressources dont ils ont besoin en les redirigeant vers les différentes entités. Donc il y a un lien vers les équipes informatiques. On avait créé aussi une page pour vous aider pendant la crise Covid où nous avons rassemblé à la fois des informations professionnelles et des informations à titre personnel, des démarches administratives, de garde d'enfants, etc. Donc là, c'est un petit peu le détail sur la page spéciale Covid, les gestes sanitaires, le lien vers les vidéos, les webinars. Le lien vers les acteurs du numérique, donc à la fois les acteurs au niveau local et au niveau national. Donc tout simplement, en quelques clics, il y a des liens d'accès donc, pour présenter quelles sont les ressources nationales, à quoi elles servent, en quelques lignes. Et par un simple clic, en fait, les collaborateurs sont redirigés vers ces ressources. Donc les acteurs territoriaux, donc l'unité informatique, le Toulouse Lab, par exemple, qui a un pôle de développeurs en mode agile à Toulouse. Donc nous redirigeons vers toutes ces ressources.
Et donc, je parlais tout à l'heure d'un relais vers une offre de contenu externe. En effet, pendant la période de confinement, il y a énormément d'entités qui se sont mobilisées pour accompagner tous les salariés au télétravail, les managers, vers ces nouveaux modes de collaboration. Et donc, il y a des écoles, ESSEC, HEC, etc., des experts qui ont mis à disposition des contenus gratuits. Et donc, une de nos missions, c'était de filtrer un petit peu toutes ces offres et de rediriger vers les collaborateurs vers ces offres gratuites dont ils pouvaient bénéficier. Ce qui est important aussi, donc tu vas rebondir, je pense, Pierre-Marie, tout à l'heure, mais c'est de maintenir le lien, puisque tout le monde s'est retrouvé isolé chez soi. Et donc, c'était vraiment important de se dire, mais comment on maintient le lien, comment on continue à animer la communauté. Donc, nous, on avait déjà initié une newsletter vis-à-vis de notre communauté qui suit particulièrement le 574. Et donc, on a vraiment cranté cette newsletter. On a envoyé des newsletters toutes les semaines en redirigeant justement vers les informations essentielles et en leur proposant de regarder, de prendre le temps de regarder toutes les offres d'acculturation, tous les projets qu'on avait mis en place, que les collaborateurs n'avaient pas forcément le temps de regarder quand ils étaient en travail normal, entre guillemets. Et là, c'était un petit peu pour certains une pause, puisque certaines activités étaient ralenties. Donc, on leur proposait de prendre ce temps pour se former, s'acculturer et ainsi acquérir toute cette expérience qu'ils n'avaient pas forcément le temps d'acquérir en temps normal. Donc l'adaptation des infrastructures, ça c'est indispensable. Donc je vais laisser la parole à Pierre-Marie, puisque ce sont ces équipes qui ont été vraiment mises à rude épreuve dans cette période. Avant de parler des équipes, juste quelques chiffres. Avant la crise du Covid, on avait environ 4000 collaborateurs qui avaient un abonnement VPN et une infrastructure qui permettait d'avoir 17 000 connexions simultanées. On avait à peu près 1000 demandes par mois de souscription sur les derniers mois. Et sur la première quinzaine de mars, rien que sur une quinzaine, il y a eu 3000 demandes de souscription VPN. Et sur les 15 premiers jours de confinement, il y a eu 9000 demandes. Donc ça a été colossal en termes de... Ça a été un raz-de-marée pour traiter toutes ces demandes. Il y a une nouvelle infrastructure qui a été rapidement mise en place pour permettre jusqu'à 80 000 connexions simultanées. Une nouvelle solution Global Protect. On a reçu, nous, énormément de demandes d'assistance. Alors, habituellement, il y a un joli process qui est écrit. On agit avec beaucoup de pragmatisme avec les entités nationales qui nous animent. Normalement, on s'échange des tickets et autres. Tout ça a clairement volé en éclats. Et on a voulu dépanner au plus vite les collaborateurs, les aider, faire fonctionner leur VPN chez eux pour ceux qui avaient des dysfonctionnements. Et des fois, un simple fichier Excel a permis de solutionner et de faire un réel suivi sur le sujet. Donc il y a eu vraiment beaucoup de réactivité sur le sujet et des nouvelles infrastructures mises en œuvre très rapidement. Tout à fait. Juste pour compléter aussi, l'entreprise a informé ses collaborateurs sur le fait qu'ils n'étaient pas obligés d'utiliser le VPN systématiquement. Oui. Il y a eu une coupure automatique au bout de 4 heures, oui, etc. Donc vraiment beaucoup d'informations pour libérer la place et laisser la priorité à l'activité, à faire rouler les trains en gros et sur les applications qui nécessitaient obligatoirement le VPN. Et en quelques semaines, quelques semaines, la capacité du VPN a doublé. Donc vraiment une très forte activité de l'entreprise, des équipes, bravo. Et ensuite, la distribution des matériels nomades, puisque tout le monde n'était pas équipé de PC portables. Donc, il y a eu aussi un afflux de demandes de matériel portable. Et heureusement, l'entreprise était déjà bien organisée pour distribuer ces matériels. Et donc, on a pu suivre et fournir à nos collaborateurs les outils pour se connecter à distance. Et l'entreprise prévoit dès à présent que tout collaborateur doté d'un PC portable aura nativement un accès VPN sur son matériel. Et une licence Office, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'un des gros plus, c'est que tout collaborateur de l'entreprise a automatiquement une licence Office 365 sans aucune démarche de sa part. Donc il a directement accès à tous les outils collaboratifs, le stockage en ligne, etc. Ensuite, évidemment, l'accompagnement au management, alors on ne peut pas ne pas en parler, puisque les managers, ça a été très difficile pour eux, ils se sont retrouvés complètement séparés de leurs équipes. Alors certains étaient plus habitués que d'autres, mais pour certains, ça a été vraiment un gros choc. Donc il a fallu les accompagner pour qu'eux-mêmes puissent accompagner leurs équipes, puisqu'ils étaient à la fois isolés eux-mêmes et ils devaient en même temps rassurer leurs équipes qui étaient isolées.
Donc, il y a un certain nombre de formations managées à distance qui existaient déjà dans l'entreprise, dans les différentes académies SNCF qui sont structurées pour chaque grand métier SNCF. L'école numérique également a proposé des supports de formation. Et puis, je le disais tout à l'heure, on a renvoyé aussi vers des contenus externes, des formations externes proposées par des grandes écoles, par exemple, pour aider les managers à se mettre dans le bain du télétravail. D'ailleurs, Pierre-Marie, je vais te laisser en parler puisqu'il manage une équipe nombreuse et vous étiez physiquement tous ensemble avant le confinement. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Alors, j'ai une équipe d'environ 20 personnes. On a l'habitude de travailler tous à proximité dans des locaux les uns à côté des autres. Et du jour au lendemain, manager à distance, c'est loin d'être une évidence. Il y a une minorité d'agents qui bénéficiaient déjà du télétravail. On avait eu la réflexion de le généraliser sur l'unité. Et avec un peu de procrastination, c'est vrai qu'on repoussait plutôt le sujet parce qu'on se rendait compte que c'était loin d'être évident. Une fois qu'on a été basculé qu'on a été jeté dans le grand bain là, du télétravail pour tous, on s'est rendu compte qu'il fallait une petite animation quotidienne. On appelait ça le virtual coffee. Ça a été instauré très naturellement et ça permettait de créer un réel lien avec le collectif, avec chaque agent. S'inquiéter de l'état de chaque agent, demander comment chacun va, comment le collectif va. Bien sûr, communiquer sur l'évolution de la crise sanitaire, comment l'entreprise s'adapte au sujet. On avait beaucoup, nous, managers d'animation sur le sujet et des choses à redécliner à nos agents. On a eu aussi rapidement un plan de sortie, de se dire comment est-ce qu'on va reprendre notre activité. Et ce type d'animation permettait de phosphorer ensemble sur ces sujets-là. Voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup de liens avec les agents. On s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très très important. Ce café virtuel, c'est assez drôle parce qu'on l'avait mis pour la crise Covid. Et tous les 2 mois, je les questionne de dire est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on le continue. Et il y a un réel plébiscite de se dire bah non, c'est un bon moment d'échange. On a encore du télétravail qui est bien sûr en place aujourd'hui, on le favorise énormément. Et c'est un moment qui est apprécié. Alors, pour pas que ça devienne une pollution dans la journée de travail, des fois, il dure que 5 minutes. On se dit juste bonjour, on voit comment chaque agent du collectif se sent. Et des fois, on traite des sujets, bien sûr, métiers, on échange ensemble. Si ça prend trop de place et qu'il doit y avoir un atelier dédié, on quitte aussi ce moment-là d'échange. Voilà, mais ça a été vraiment une expérience très riche à ce niveau-là. Moi, juste aussi pour faire un petit retour là-dessus, j'ai senti des agents très prudents, mais j'ai senti aussi des agents également très concernés, très motivés, très investis. Et ça a été une période très riche, en fait, humainement parlant. Et l'entreprise a aussi eu à cœur de mesurer le ressenti de ses collaborateurs, puisque c'était une situation totalement nouvelle. Donc il y a eu des vagues d'enquêtes internes pour savoir si les gens appréciaient d'être en télétravail, si c'était très difficile pour eux, voilà. Donc un petit peu, et savoir justement comment les accompagner au mieux en fonction de leurs besoins. Le changement de posture managériale, je te laisse la parole aussi, puisque tu es bien placé pour l'illustrer. Moi, j'ai considéré qu'il y avait 3 aspects dans le télétravail, la confiance, le lien et les objectifs. Pour manager à distance sans confiance, on se rend compte que c'est rapidement compliqué. Donc, c'est bien d'expliquer ce contrat de confiance avec les agents qui va dans les 2 sens, en fait. Un des aspects principaux, c'est le lien entre la vie privée et la vie professionnelle. Je pense que c'est important de le respecter et dans les 2 sens. Donc ça, voilà, c'est un contrat à passer avec l'agent, on en parle avec chaque agent et ça s'instaure assez facilement. Après, c'est le lien sous plusieurs aspects. Créer des moments d'échange, des nouveaux moments d'échange. Je viens de vous en parler, mais d'autres aussi. On a mis des points de production en place, différentes animations. Et c'est aussi s'adapter aux nouveaux outils, trouver des nouveaux moyens d'échanger. On a un outil comme Teams qui a changé vraiment nos modes de collaboration, des conversations qui se dématérialisent, qui ne sont pas forcément avec le son. Voilà, donc le lien qui s'opère par plusieurs moyens. Et après, c'est les objectifs. C'est important de partager entre le manager et les agents les tâches, les missions qui devront être réalisées à distance, de discuter ces objectifs et de trouver un consensus sur le sujet pour que ce soit assez clair et de pouvoir quantifier, mesurer
si les objectifs sont atteints pendant que l'agent est également à distance pour réaliser son travail. Et pour compléter, oui, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi sur l'analyse. En fait, pendant cette période, on s'est aperçu que tout ce qui était parasite disparaissait et qu'on se concentrait sur l'essentiel, sur effectivement la cohésion d'équipe. L'objectif, c'est quoi? Puisque on va mesurer le résultat, on va pas mesurer le temps que l'agent passe à réaliser la tâche. Il est en toute autonomie et tout ça s'est fait en marche forcée, puisque les managers qui avaient l'habitude de faire confiance à leurs équipes étaient à l'aise, mais certains n'avaient pas forcément l'habitude de faire totalement confiance à leurs équipes, ils n'ont pas eu le choix. Et idem pour les collaborateurs, ils ont été forcément autonomes. Certains sont plus autonomes que d'autres naturellement, et là, ils étaient tout seuls. Donc, ça a été quelque part une marche forcée vers des nouveaux modes de collaboration qu'on voit arriver dans les entreprises. Mais comme tu disais tout à l'heure, on s'est vraiment jeté dans le grand bain. Un retour d'expérience aussi positif des agents qui ont apprécié de pouvoir être au calme aussi, d'avoir un moment privilégié chez soi pour travailler sur des sujets de fond, sur des documentations ou autres, j'en passe. Moi, le premier, manager aussi, je témoigne d'apprécier de ce moment-là. On est des fois fortement sollicité sur des journées. Et là, c'est un moment où on est un peu à l'écart. Les outils numériques nous rappellent. Mais hormis ça, voilà, c'est des moments aussi où on peut travailler différemment. Il y a une qualité de vie au travail pour chaque agent qui a été, alors peut-être qu'on devait en parler plus tard, qui a été amélioré, des agents qui ont moins de transport à faire ou autres. Quand on a fait le bilan de ce télétravail, il y a beaucoup de valeur ajoutée également pour les agents. Oui, alors donc les retours d'expérience. Donc à la fin de la période de confinement, quel retour d'expérience fait-on de tout ça? Quels avantages, quelles difficultés pour capitaliser pour la suite? Alors les retours positifs. Tu as fait une excellente transition. On s'est aperçu qu'on pouvait s'adapter rapidement, puisque en fait tout le monde s'est adapté rapidement, aussi bien les managers que les salariés. L'importance du socle de formation, d'avoir un socle d'accompagnement robuste. Heureusement qu'on l'avait dans l'entreprise. Il n'a pas fallu tout créer en quelques jours. Les formations étaient là. La réactivité des équipes digitales, Pierre-Marie en a parlé. Effectivement, il y a eu une solidarité des équipes digitales qui se sont mises vraiment au service de tous les collaborateurs de l'entreprise et qui ont été très présentes. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, tu l'as évoqué. Plus de contraintes de transport. On est là, si on a un colis, on n'est pas obligé de se casser la tête pour prendre rendez-vous. Voilà. Les équipes ont pu se pencher sur des projets qu'elles laissaient pour plus tard parce qu'elles n'avaient pas le temps. Elles avaient un peu la tête dans le guidon. Des projets d'innovation, de dématérialisation. Toi, tu as eu des exemples, par exemple, de projets... Oui, on l'a vu arriver alors par votre biais, par le 174, qui est en guichet sur le sujet. Également, on a été sollicité en direct. On a vu des établissements qui ont eu un arrêt forcé de leur production, de leur activité. Ils en ont profité pour repenser certaines organisations, certains processus. Et chez nous, on a pu accueillir des projets de digitalisation, par exemple, de processus métiers. On a pu concevoir des applications sur la Power Platform. Donc, c'est une nouveauté chez nous, c'est une nouvelle activité qui était déjà présente. On a pu augmenter notre maîtrise sur le sujet. Et on a pu donc concevoir ces applis métiers dans ce moment assez propice pour ce faire. Tout à fait. Non, effectivement, c'est un constat qu'on a fait globalement. On pensait que les projets allaient s'arrêter. En fait, pas du tout. Les personnes, au contraire, ont profité de cette période où ils étaient au calme, où certaines activités étaient ralenties, pour continuer à avancer sur les projets que nous accompagnons. Donc ça, c'était un temps positif. Ensuite, ils avaient du temps pour se former. C'est la même idée, pour se former, pour regarder les vidéos apprenantes qu'ils n'avaient pas eu le temps de regarder. Ils ont gagné en autonomie. Tous, et on a maintenu malgré tout l'activité. Voilà, il n'y avait pas une chute d'activité, on n'a pas été très fortement impacté par le télétravail. On a pu continuer notre activité même dans cette période contrainte. Alors les difficultés, elles sont très disparates selon les individus et le type de mission, évidemment, mais on en a listé un certain nombre qui reviennent fréquemment. Donc le risque d'isolement social, ça effectivement, selon les personnes, il y a des personnes qui ont un contexte social lié au travail et qui ont peu d'interactions sociales en dehors du travail. Donc là, il y avait un vrai risque d'isolement pour ces personnes-là qu'il fallait identifier. Un risque aussi important lié à la fracture numérique, puisqu'évidemment, les gens qui n'étaient pas encore aguerris aux outils, il a fallu qu'ils se mettent très rapidement dans le bain. Et si on n'avait pas été là pour les accompagner, ils auraient été totalement coupés de l'activité, puisqu'ils ne savaient pas utiliser les outils collaboratifs.
Les différences sociales aussi qui s'accentuent, puisque quand on est au travail, on a tous le même bureau, la même chaise, alors que là, selon les conditions, si vous êtes dans un HLM avec 14 enfants ou si vous êtes dans une grande maison avec un jardin, un bureau distingué pour travailler, on n'a pas du tout le même confort de travail, évidemment. L'ergonomie des postes, hein, chez soi, c'est pas forcément adapté. On n'a pas un fauteuil de bureau, on n'a pas forcément un espace dédié au calme, donc c'est pas toujours facile toute la journée d'être en télétravail. On s'est aperçu aussi que le système de journée continue qu'on met en place au travail n'est pas forcément adapté au télétravail. Rester 8 heures d'affilée sur son ordinateur en visioconférence, ça peut provoquer une fatigue, des maux de tête. Donc il vaut mieux être 2 heures en réunion, pendant une demi-heure faire autre chose, revenir. Enfin, le mode de travail est totalement différent. Peut-être une amplitude plus grande, mais avec beaucoup plus de pauses. La conciliation vie familiale, vie professionnelle, évidemment, tout le monde le souhaite, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui devaient garder leurs enfants. Il y a des moments, effectivement, familiaux qui ne sont pas forcément adaptés au temps des... Voilà. Selon l'âge des enfants, ce n'est pas toujours facile. Et puis, trouver le bon dosage. Alors, pour les managers, pour leur équipe, combien de journées en télétravail sont adaptées au travail que je fais dans l'équipe? Quelle journée? Est-ce que chacun choisit sa journée? Est-ce qu'on est tous ensemble au télétravail ou est-ce qu'on est ensemble par mi-équipe? Voilà, tout ça, c'est des questions auxquelles les réponses sont pas forcément évidentes. Et donc, effectivement, il faut se pencher vraiment sur la production qu'on fait. Est-ce que c'est du collaboratif? Est-ce que c'est du temps de réflexion? Pour vraiment adapter les journées de télétravail aux besoins de chaque équipe. Alors, les points d'attention, du coup, évidemment, la maîtrise des outils, ça c'est indispensable, hein, des outils informatiques, les conditions matérielles dans lesquelles on effectue ce télétravail. Si on a une mauvaise connexion, si on a un ordinateur qui n'est pas adapté, on ne peut pas télétravailler. Le besoin de rencontre physique, quand même. Le télétravail à 100%, c'est compliqué. On a besoin de se voir. Le petit truc tout bête aussi dans les visioconférences, parfois on ne met pas l'image parce que le réseau ne suit pas quand on est nombreux, mais c'est bien, au moins au début de la visioconférence, de mettre l'image pour qu'on se voit. Qu'on voit le sourire, voilà, les réactions exactement, même si ensuite on le coupe. Oui, les réactions, effectivement, ça c'est un sujet quand on est en visio, on ne voit pas forcément la réaction des gens. Attention aux silos aussi, c'est vrai qu'on dit qu'on se concentre sur l'essentiel, mais il ne faut pas oublier toutes les coopérations transverses qui se font naturellement en entreprise et qui en télétravail sont peut-être plus compliquées à provoquer, mais qui sont essentielles. La nécessité, donc Pierre-Marie en a parlé, hein, de clarté, de traçabilité. Et certains métiers nécessitent des gestes métiers au plus proche du collaborateur. Et parfois, ces contrôles-là sont vraiment difficiles à faire en télétravail. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut maintenir hors télétravail. Donc là, on va vous... Alors, un autre point très important, donc on va vous l'illustrer avec Nian. Une question importante, c'est comment on accueille les nouveaux collaborateurs en télétravail. C'est vraiment pas évident, forcément. Et donc, Nian nous a rejoint en plein confinement, en fait. Elle a à la fois été en changement de poste et en mobilité géographique, 100% télétravail. Donc, elle va vous raconter elle-même son expérience. C'est ça, j'ai fait une arrivée un petit peu inédite à Toulouse, mais je vais revenir au janvier 2020 et en fait à cette époque-là, j'avais moi-même un projet d'installation à Toulouse et je tombe sur cette offre de poste chef de projet digital au 574 Occitanie. Je saisis l'opportunité d'un nouveau défi professionnel et de quitter définitivement Paris. Et l'aventure digitale avec Christelle a commencé dès l'entretien d'embauche, puisqu'on a fait ça à distance à l'époque. Il y avait les grèves interprofessionnelles, j'ai pas pu me déplacer à Toulouse. Et février, bonne nouvelle, je suis prise et la mobilité interne s'opère. On tranche, mi-mars, on commençait la passation, sauf que le 17 mars, eh bien, c'était le début du confinement. 100% télétravail, double challenge, faire la passation à Paris avec celle qui me remplace et faire la passation à Toulouse avec celle que je remplace et qui en plus allait quitter l'entreprise définitivement. Pour moi, une prise de poste, en fait, c'est pas juste un changement de mission, c'est une véritable intégration, en fait, dans une aventure humaine. On intègre des nouvelles équipes, on rencontre des nouveaux collaborateurs, c'est un nouvel environnement, une nouvelle culture.
Et donc l'enjeu pour moi, c'était comment à distance je vais faire pour gagner la confiance des nouveaux collaborateurs, pour les rassurer aussi, dire que voilà, maintenant, désormais, vous êtes entre de bonnes mains. Et on pourrait penser que le télétravail, tout faire à distance, allait être moins naturel, mais en fait, dans cette situation, si on revient au tout début du confinement, tout était chaotique. Voilà, il fallait composer avec les parents qui devaient garder les enfants, et puis parfois on n'est pas seul à la maison, donc du coup il y avait aussi le conjoint qui avait sa conf call, etc. Donc fallait vraiment tout s'organiser avec en plus tout ce qui était chômage partiel en interne, en externe SNCF, et au final, en fait, dans cette situation très chaotique, on a, moi pour ma part en tout cas, ressenti un élan de solidarité incroyable, où tout le monde s'écoutait, et c'est là où la mutation numérique à l'échelle du groupe en fait a pu s'accélérer. Donc tu parlais tout à l'heure de Teams, et bien effectivement on s'est tous lancés dans cette aventure, parce que en fait tous les collaborateurs étaient attentifs à toutes les solutions digitales qui leur permettaient un vrai gain d'efficacité. Et ça tombait bien, les solutions, la SNCF, on les avait, et sauf qu'avant, on avait du mal à les déployer, pour moi, parce que chacun bricolait un peu avec les anciens outils qu'il maîtrisait. Donc voilà, on fait des notes sur Word, on l'enregistre sur l'ordinateur, on l'envoie, parfois on l'enregistre sur le réseau, idem pour tous les documents un petit peu collaboratifs, le PowerPoint, on l'envoie à plusieurs contributeurs, V1, V2, V12, V40. Et en fait, à distance, on n'a pas le temps de faire tout ça. On a besoin de concentrer nos efforts. Et donc du coup, pendant cette période de télétravail, on a vraiment eu besoin de traçabilité, d'organisation, et c'était primordial pour mettre aussi tout le monde au même niveau d'information. Donc le changement pour moi a pu s'opérer dans l'urgence, parce que le bénéfice qu'on pouvait en tirer était direct. L'adoption est donc devenue naturelle, et en plus, on était vraiment accompagnés par tous les tutos que l'entreprise mettait à disposition. Donc très facilement, on fait des conférences sur Teams, on partage nos comptes rendus sur OneNote, on ne fait pas que partager, on le fait aussi de manière collaborative, et puis on découvre en fait aussi par curiosité des outils existants. Le SharePoint, en fait, ça peut se faire à l'échelle d'une équipe, d'une direction, d'une branche, mais en fait pas que, inter-équipe, interdirection, interbranche, tout ça s'opère très très facilement. Et je pense que j'ai eu la chance, moi, d'arriver au 574, parce que je pense que vous étiez des early adopters, vraiment des précurseurs, parce que la passation a été facilitée par une organisation préalable. J'avais tous les historiques de projets déjà mis en place, des annuaires de contacts qui étaient très enrichis de manière collaborative avec du coup tous les autres chefs de projet des autres territoires. Et donc du coup c'était vraiment un moyen pour moi de m'intégrer dans un réseau et de me situer et d'être identifiée très facilement par les autres. Donc voilà, moi j'ai vécu une prise de poste assez inédite, mais j'ai beaucoup appris en gain d'efficacité, d'autonomie et de responsabilité. Merci pour ton retour d'expérience. C'était vraiment pas une période facile, effectivement. Donc le télétravail, la conclusion, c'est en gros pour nous, le télétravail en confinement, ça a été un POC, Proof of Concept, réussi pour SNCF. POC entre guillemets, parce que, comme on l'a dit, on était déjà organisé avec un certain nombre d'outils et une certaine expérience du télétravail, mais le 100% télétravail, le challenge a été relevé grâce effectivement au socle et à la solidarité des équipes. Et donc, on est sorti évidemment un certain nombre de livrables pour pérenniser un petit peu ces méthodes de travail. Par exemple, un guide du télétravail qui a été instauré par SNCF Réseau, qui est très bien fait, avec des conseils pour les collaborateurs, pour les managers. Tu me confirmais effectivement que chez SNCF Réseau, c'était une volonté, par exemple, de pérenniser ce télétravail pour tous les collaborateurs. Oui, ça a lancé donc la réflexion au sens plus large, en espérant qu'un jour que cette crise sanitaire s'arrête. Mais le télétravail, lui, va certainement perdurer. Il rentre dans les gènes, dans l'ADN du fonctionnement de l'entreprise. Et on demande à chaque manager de travailler une copie, en fait.
sur comment intégrer dans son unité, dans son service, le télétravail. Et c'est bien d'avoir une réflexion, je pense, plus aboutie, plus réfléchie que ce qui a pu s'opérer à cause de la crise sanitaire. Donc oui, ça va rentrer dans les rouages des fonctionnements des différents services. Et justement, depuis le mois de mai, que se passe-t-il ? Alors, de façon générale, est-ce qu'on arrive à une pérennisation du télétravail ? Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a élargi le champ des connexions. Ça, c'est un gros plus de cette période. C'est qu'on raisonnait en équipe et maintenant on raisonne en réseau, puisqu'on peut très facilement connecter des personnes partout dans le monde, à distance. Donc, on travaille avec un réseau interne et externe beaucoup plus important. Depuis le mois de mai, 62% des Français veulent continuer à télétravailler. Donc, il y a quand même un engouement fort lié au télétravail. Ça a révélé aussi l'importance du lien social, puisque quand on en a été dépourvu, on a vu que c'était essentiel et que le travail, était un élément de lien social. L'importance des infrastructures et du choix des outils. Il faut des outils qui suivent si on veut se lancer dans le télétravail. Le télétravail qui doit être agile, adapté aux missions. On en a parlé tout à l'heure, selon le travail de l'équipe, selon la nature des missions. On peut plus ou moins être en télétravail et surtout évolutif. Les missions évoluent, les équipes évoluent. Donc on n'est plus dans une structure fixe de télétravail imposée, entre guillemets, mais dans quelque chose qui est agile et adapté aux besoins. Et puis l'importance aussi de proposer des contenus hors professionnels. C'est aussi ce qui a aidé à la solidarité chez nous, des ateliers de sophrologie à distance par exemple, des défis sportifs, des challenges de cohésion d'équipe. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit couper tous ces événements en fait, de cohésion qu'on faisait physiquement avant. On peut aussi le faire à distance. Et télétravail aussi, c'est important, ça veut dire travail à distance. Donc c'est pas forcément à domicile. On le disait, les domiciles sont pas forcément adaptés et on a besoin de liens sociaux. Il y a une multitude d'espaces de coworking. Tout à l'heure, il y avait des tables rondes effectivement sur les tiers-lieux, énormément de choses qui se développent. Et donc le télétravail, ça peut être ça aussi, aller dans un espace de coworking, rencontrer des collaborateurs d'autres entreprises, s'ouvrir à l'externe et en même temps être en télétravail. Donc en gros, on passe d'un télétravail qui a été subi pendant le confinement à un télétravail qui est choisi et facilité. En l'occurrence pour SNCF, tout ce socle qui existait a été renforcé par cette période de confinement et aujourd'hui, on va tous se lancer dans du télétravail choisi et facilité par notre groupe SNCF. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Christelle Loga, Pierre-Marie Aubry et Niane Angers-Mangy pour cet atelier très enrichissant du coup, sur l'introduction du télétravail au sein de son organisation. Je vais vous laisser continuer d'échanger avec les participants ici présents. Vous allez pouvoir vous retrouver au buffet qui se trouve juste derrière vous. Et pour la suite de la journée du Forum des territoires, ça se fera en salle 101 et ça commencera sur une keynote sur les inégalités territoriales et le numérique. Merci beaucoup.